Bonjour à tous, bonjour tout le monde et merci beaucoup d'avoir choisi cette séquence Levons les murs des inégalités pour votre première séquence du Forum mondial Normandie pour la paix. On est très heureux de vous voir dans une salle pleine de lycéens normands de toute la Normandie, de lycéens et lycéennes de toute la Normandie. On est très heureux de passer cette heure et demie avec vous, donc sur le thème Levons les murs des inégalités. Pendant 1h30, on va être ensemble pour se questionner sur les situations d'inégalité dans le monde, en France, mais aussi autour de vous, et surtout de découvrir un peu les acteurs, les moyens d'action concrets aussi pour contribuer à réduire les inégalités sur ces différentes échelles. Vous allez pouvoir réfléchir aussi aux différents liens et partenariats efficaces qui permettent de lutter contre ces inégalités. Et avant d'aller plus loin, surtout, et pour introduire cette séquence, je vais inviter Madame Nicole Hamelin à monter sur scène pour introduire cette séance. Donc, présidente de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et membre du comité CIDO, Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Bravo. Je laisse la parole. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être là. Vous êtes le cœur de ce Forum mondial pour la paix. Vous êtes le cœur des priorités de l'Institut pour les droits de l'homme et de la paix. Et je suis heureuse, précisément, en tant que présidente, avec Benoît, Clémence, Jonas Baucher, Alexandra et toute l'équipe, de vous accueillir très nombreux pour cette journée fantastique, marquée par une double thématique, abattre les murs, mais aussi réduire les inégalités. C'est la même chose, au fond. Moi, je voudrais simplement d'abord vous dire que la vie, ce sont des rencontres, et qu'aujourd'hui, vous allez faire 2 rencontres exceptionnelles. Nous avons 2 invités que j'admire particulièrement. Je vais commencer par Ahmed Galaï, qui est prix Nobel de la paix. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un prix Nobel de la paix. Il a obtenu ce titre parce qu'il a fait partie du quartet qui a géré la transition démocratique en Tunisie. Et je vous demande vraiment d'applaudir cet enseignant, un combattant des droits de l'homme. Dont le témoignage tout à l'heure va éclairer, je n'en doute pas, vos choix et sans doute vos vies. Et puis je voudrais remercier et accueillir une femme exceptionnelle que j'admire beaucoup, Magali Lafourcade, qui incarne aussi le combat pour les droits de l'homme, qui n'est pas un combat, je dirais, du passé, bien au contraire, c'est un combat d'avenir. Et si Ahmed incarne la société civile et la force d'innovation, de résistance et d'action de la société civile, Magali également, puisqu'elle est responsable de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de France, qui est donc une institution des droits de l'homme qui appartient aussi à un réseau mondial d'institutions. Elle est magistrate également, comme Ahmed Galaï, professeur. Elle est professeure à Sciences Po. Et elle incarne aussi ce que peut faire l'institution des droits de l'homme. Et elle vous expliquera comment elle exerce un contrôle et aussi une action d'innovation et d'inspiration du gouvernement français dans ce domaine. J'ai appartenu à cette grande maison et je dois dire que le travail qui s'y fait est tout à fait remarquable. Juste quelques mots pour vous dire, comme je le disais à l'instant, que vous étiez au cœur des priorités de l'Institut, parce que nous sommes focalisés sur l'éducation, la sensibilisation aux droits et naturellement la formation. Et c'est extrêmement important. Je voudrais simplement vous dire que les droits de l'homme, moi je les vis aussi du point de vue des Nations Unies, où j'exerce une responsabilité dans l'un des 10 comités en charge des droits de l'homme, singulièrement celui des droits des femmes, que les inégalités doivent être combattues si l'on veut vraiment travailler à la paix, si l'on veut vraiment travailler à la démocratie, si on veut vraiment travailler au développement durable. Et les droits de l'homme ne sont pas seulement une obligation internationale, ce n'est pas seulement une contrainte éthique, c'est une force collective de transformation des sociétés. Sans les droits de l'homme, il n'y aura jamais
de réussite du développement durable. Sans les droits de l'homme, il n'y aura jamais de paix. Et ils doivent être un préalable à toute action politique au plan national et international. C'est pourquoi l'idée des murs, qu'ils soient réels ou virtuels, est une contradiction avec la tolérance, avec l'ouverture aux autres et avec le sens de l'altérité. Alors l'inégalité la plus fondamentale, c'est encore celle qui oppose les femmes et les hommes sur le plan du droit. Et comment on y remède? Eh bien, il faut absolument d'abord faire confiance au droit international, au système international, au socle universel des droits de l'homme. Ce que Boutros Boutros-Ghali, un secrétaire général adjoint des Nations Unies, qualifiait d'irréductible humain, ce qui n'est ni retranchable de l'individu, ni négociable. Et je vous demande de vous engager sur ce terrain. Il est très important que vous soyez l'avant-garde de ce soutien au droit. Sans loi, il n'y a pas de possibilité de lutter contre les violences et les inégalités. Mais ce n'est pas seulement une contrainte, ce n'est pas seulement une obligation juridique. Je le disais tout de suite, c'est une force. Les droits de l'homme sont une force. Et lutter contre les inégalités, c'est aussi se donner les moyens d'assurer un développement harmonieux et juste du monde. Et puis, c'est plus encore. C'est une réponse aux défis modernes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde interdépendant qui doit être fondé sur l'ouverture et pas la fermeture, pas le repli, pas je dirais, l'égoïsme. Et quand on parle d'inégalité, on parle bien sûr d'inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes eux-mêmes, mais il faut aussi parler des inégalités entre le Nord et le Sud, des inégalités dans les modèles de développement qui font qu'un certain nombre de pays aujourd'hui paient pour des modèles de développement qu'ils n'ont jamais assumés. Et pensons aux populations autochtones, à toutes ces populations vulnérables aujourd'hui menacées de disparition, comme peut l'être aussi la biodiversité. C'est cela l'inégalité profonde. C'est cette injustice inouïe qui nous conduira à notre propre perte, puisque nous ne pourrons pas sauver, même pas la planète, si nous continuons ainsi. Donc en abattant les murs, en luttant contre les inégalités, eh bien, je crois qu'on apporte une toute petite contribution au défi majeur aujourd'hui, qui est simplement de sauver cette planète au nom du bien commun. Il n'y a pas d'intérêt, au fond, égoïste qui vaille la peine. Il faut absolument que nous gardions tous ensemble. Et j'étais, comme vous, étudiante à Caen, je suis maintenant aux Nations Unies, et j'ai la même vision. Je me dis que nous appartenons à un monde dont nous sommes tous responsables. Et quand on a l'âge que vous avez, on est effectivement projeté sur cette humanité. L'humanité, c'est bien plus important que l'identité. C'est la façon dont on peut aussi sauver sa propre vie. Donc soyez des engagés, soyez à l'avant-garde de ce mouvement et rejoignez aussi l'Institut parce que nous sommes proches de vous. Nous travaillons aussi au niveau international, mais nous sommes avant tout proches de vous, nous sommes là. Et je vous demande simplement d'être des militants des droits de l'homme, des ambassadeurs des droits de l'homme. J'ai besoin de vous et le monde a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ameline. Comme vous l'aurez compris, vous allez être tout au long de la séance invité à prendre en main vos droits et à vous engager aussi contre les inégalités dans le monde, mais aussi à votre échelle. Donc, la lutte contre les inégalités, c'est une thématique qui est bien sûr au cœur des droits de l'homme, au cœur des objectifs de développement durable aussi, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et pour comprendre un peu les enjeux de ces objectifs à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, à votre échelle aussi à vous en tant que lycéens et lycéennes, et surtout dégager des pistes concrètes pour contribuer à réduire ces inégalités, nous n'allons pas être seuls. Comme annoncé tout à l'heure, nous aurons la chance d'avoir M. Ahmed Galaï pour nous présenter un peu le point de vue international et l'exemple tunisien. Madame Magali Lafourcade pour la situation en France et la lutte contre les inégalités vraiment comme une priorité en France. Et enfin, que nous n'avons pas encore présenté pour l'instant, nous aurons la chance de recevoir aussi
Sokona et Nina, qui sont 2 élèves du lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil, qui nous présenteront un peu leur témoignage, leur expérience sur un projet de sensibilisation contre le harcèlement et les discriminations sexistes qu'elles ont pu imaginer et mettre en place l'an dernier. Vous allez aussi voir sur les écrans pendant la séance des dessins de presse qui sont proposés par le réseau Cartooning for Peace et qui vont nous permettre aussi d'illustrer et mieux comprendre par l'image certains sujets qui vont être abordés sur la thématique des inégalités dans le monde et en France. Et enfin, pour aussi que vous puissiez participer, que vous soyez actifs pendant cette séance, nous allons vous proposer des activités interactives qui sont proposées par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, auxquelles vous allez pouvoir participer via votre téléphone portable. Et d'ailleurs, ça commence dès maintenant en guise d'introduction. Et je laisse la parole à Clémence. Merci Benoît. Et donc, pour pouvoir participer à ces activités interactives qu'on vous propose, vous voyez à l'écran afficher le code Wi-Fi dans la salle. Et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez vous rendre sur l'application Mentimeter. Donc, pour ce faire, soit vous avez le QR code directement qui vous amène sur l'espace sur lequel on va travailler, où on va jouer. Ou alors, vous allez sur le site www.menti.com et vous serez invité à entrer le code qui s'affiche à l'écran 57 21 78 01. Et vous pouvez mettre en effet un petit cœur pour dire que vous êtes bien arrivé sur la plateforme. Parfait. Encore quelques secondes. Léo me fait signe qu'il est bien connecté, donc je suis rassurée. C'est parti. Alors, pour s'approprier un petit peu cet outil Mentimeter, on va commencer par une première question et on va sonder votre humeur ce matin. Êtes-vous plutôt impatient, impatiente de participer à cet atelier, motivé, curieux, curieuse, fatigué ou perplexe? Bon, on sait qu'il y a des élèves qui viennent de loin, donc la fatigue est légitime, mais on va vous réveiller. Parfait. Donc on a une grande mission, Benoît, ainsi que vous, chers invités, de réveiller ces lycéens, lycéennes, tout au long de cette matinée. Alors, on va passer à la première session de cette séquence sur la lutte contre les inégalités, en abordant la question des inégalités à travers le monde. Et on va vous défier un petit peu, puisque comme l'a dit Madame Ameline, vous êtes au cœur de cette séance. Première question. Selon vous, quelles affirmations sont correctes, sont vraies? 50% des 6-12 ans non scolarisés vivent dans des zones de conflit, 75% de l'humanité vit en zone rurale. Le mariage entre personnes de même sexe n'est autorisé que dans 11 pays du monde. Et enfin, environ 3 milliards de personnes n'ont encore jamais utilisé Internet. À vous de jouer. Vrai ou faux? Évidemment, cette application est anonyme. Il n'y a pas de note à la fin. Pas de stress. Alors, on va afficher les réponses. Donc, la première était vraie. 50% des enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés vivent en zone de conflit. La seconde était incorrecte. La moitié de l'humanité vit aujourd'hui dans des villes. Et ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d'ici 2030. La troisième proposition, c'était faux. Il y a 32 pays qui autorisent le mariage homosexuel. Et enfin, la dernière était vraie. Environ 2,9 milliards de personnes n'ont jamais utilisé Internet dans leur vie. Question suivante. Vous allez avoir sur les prochains slides différents pictogrammes, ainsi que des situations.
des situations qui questionnent. On va vous proposer, pour chacune des situations, de choisir les pictogrammes qui vous paraissent les plus adaptés pour répondre à cette situation. Première situation. Près de 800 millions de personnes dans le monde vivent avec moins de 1,90 $ par jour, qui représente le seuil de pauvreté au niveau international. Qu'est-ce qui permet de mieux répondre à cette situation comme pictogramme? Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, travail décent et croissance économique, ou inégalité réduite. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Alors, ça se resserre. Donc c'est en majorité le pictogramme pas de pauvreté, suivi du numéro 10, inégalité réduite. Il y a encore quelques participants. 149, 152. On pourra partager les chiffres définitifs à vos enseignants si vous voulez avoir toutes les statistiques à la fin. Bon, inégalité réduite regagne un peu à la fin. Deuxième situation. Donc là, même questionnement, vous devez choisir les pictogrammes qui vous permettent de répondre au mieux à cette situation. Seulement 52% des femmes en couple prennent leurs propres décisions concernant les rapports sexuels, l'utilisation de contraceptifs et soins de santé. Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer cette situation selon vous? Le pictogramme bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, inégalité réduite ou paix, justice, institution efficace. Là encore, vous pouvez en choisir plusieurs. Comment ? Alors, le pictogramme numéro 5 semble remporter le plus de succès, égalité entre les sexes, ainsi que l'éducation de qualité. Alors, ces pictogrammes représentent les 17 objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs ont été créés dans le cadre des Nations Unies, on l'a rapidement abordé tout à l'heure. Et l'objectif de ces 17 objectifs qui ont été créés en 2015, c'est de pouvoir créer la marche à suivre pour pouvoir avoir un monde plus durable, plus pacifique. Ça fixe les lignes directrices que nous tous, ainsi que les États, toutes les institutions doivent se fixer d'ici 2030 pour pouvoir vivre dans un monde plus durable, plus pacifique. Et donc ces 17 objectifs reposent sur 3 piliers: l'économie, le social et l'environnemental. Et on le reverra, aujourd'hui on va beaucoup parler de l'objectif numéro 10 ainsi que du 5, donc inégalité réduite et égalité entre les sexes, bien que l'ensemble des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qu'on appelle aussi ODD, aborde cette question de la lutte contre les inégalités. Voilà les défis qui se posent à nous tous et nous toutes d'ici 2030. Alors, question suivante, c'est la dernière de cette session. On va vous proposer, sur la carte qui s'affiche, de sélectionner l'endroit du monde où, selon vous, il y a le plus d'inégalités à ce jour. Où retrouve-t-on le plus d'inégalités selon vous? Vous sélectionnez sur la carte et ensuite vous pouvez valider.
Très bien, merci. Donc il y a des zones géographiques qui se dessinent très nettement autour de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique centrale, Nigeria, un petit peu aux États-Unis également. Mais c'est intéressant d'avoir votre avis sur votre perception des inégalités et où elles se trouvent dans le monde. Et justement, pour commenter cette question des inégalités à travers le monde, on va pouvoir accueillir notre premier grand témoin, Monsieur Ahmed Galaï. Merci beaucoup de nous rejoindre sur scène. Sabah al-Khir. Assalamu alaikum. Alors, c'est pour commencer par... Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Oui, je vais après m'asseoir. Parce que assalam, ça veut dire la paix. Et c'est le salut arabe. Assalamu alaikum, ça veut dire paix soit sur vous. Mes enfants, mes élèves, mes amis, jeunes. Encore, les paroles de Madame la Présidente résonnent en moi comme un éclair qui me stimule encore, malgré mon âge avancé. Alors, que dire de vous? Elle nous a appelés à faire tomber les murs. D'autres le dressent, les sphères d'influence financière, les sphères d'influence tribales, toutes les sphères d'influence despotique dans le monde, que ce soit dans les familles, dans les écoles parfois, malheureusement, dans le monde entier. Vous voyez combien il y a d'inégalités, de murs, les migrants qui migrent, les réfugiés, les pauvres, les homosexuels, les femmes, toutes ces catégories précarisées. Alors d'autres mettent des murs, nous allons dresser les ponts. Et c'est à vous. Alors qui d'autre que la jeunesse, avec cette sève, la chispa, comme disent les Espagnols, cette étincelle, cette bougie qui, elle ne brûle pas pour rien, la bougie. Nous avons brûlé pour que d'autres soient illuminés. La bougie, le symbole de Amnesty International, c'est toute une histoire d'espoir. C'est vrai que des gens sont morts, des personnes ont été emprisonnées, mais pour une cause noble humaine, c'est l'humanitude. L'humanité, c'est un terme inspiré de Senghor, il parle de négritude. Cette humanitude qui nous assemble, c'est elle qui va faire tomber ces murs et dresser les ponts, encore une fois. Alors, mon propos, j'ai préparé comme un enseignant une application, je vais un peu la consulter, je peux vous la laisser après pour mes amis. Je vais commencer par un constat. D'emblée, toutes les révolutions de ce monde, les tunisiennes, la syrienne, la libyenne, en Égypte, même avant, en Tchécoslovaquie, l'ancienne Europe du Nord, de l'Est, pardon, pas du Nord, du Nord, elles ont commencé par un refus de ces inégalités. Donc les inégalités, comme un déni flagrant des droits humains, sont un grand détonateur de révolution, de puissance transformatrice, parce que aucune personne, aucun homme, aucune femme, aucun enfant même, ne supporte longtemps cette servitude des inégalités. Vous voyez, les peuples colonisés ont bravé les difficultés, la mort, les bombes pour recouvrer leur indépendance. Donc, un premier message, c'est que il faut faire attention. Je parle ici à ces influences, à ces sphères d'influence belliqueuses parfois. Le capital est belliqueux parce que les inégalités tuent. Vous allez voir que les inégalités tuent. Il y a des gens qui meurent à cause de ces inégalités. Donc voilà, donc il faut faire attention, messieurs les capitalistes, dans le sens... il y a certains capitalistes qui sont bons quand même, mais je parle du capitalisme sauvage, la mondialisation qui rampe dans ce monde-là et qui ne prend pas compte des intérêts de base des populations fragilisées. Parce que c'est une négation flagrante, comme a dit la présidente, de ce socle commun qui nous unit, ce socle des droits humains. Le socle, vous le connaissez, il y a les 3 grands textes fondamentaux, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et le premier article de cette déclaration stipule que tous les hommes, bien sûr et les femmes aussi, mais là c'est l'homme générique, tous les hommes naissent libres et égaux en droit et dignité.
Et toutes les conventions par la suite, parce que la déclaration n'est pas contraignante, elles reprennent ces mêmes valeurs de dignité, d'égalité, de justice, de respect et d'humanité. La Convention internationale des droits civils politiques, la Convention internationale des droits économiques, sociaux et culturels reprennent ces mêmes valeurs avec beaucoup plus de développement. Les conventions qui concernent les catégories comme les femmes, la CEDAW, ou la discrimination contre les femmes, que madame, je rends hommage à son rôle pour détruire ces discriminations. Il y a une convention importante des Nations Unies qui oblige les États, et les États ont toujours trois obligations essentielles. Je vais revenir après à leur rôle, à leur obligation de limiter, de réduire les inégalités. Elles doivent respecter les droits humains, elles doivent les protéger et les mettre en œuvre. Alors vous devez avoir ça dans la tête pour que vous poussiez avec des plaidoyers forts, avec un message fort, avec les aînés, avec vos parents, avec vos professeurs, pour que chaque adulte a l'État comme adulte, le professeur comme adulte, le patron comme adulte doit respecter nos droits, doit les protéger et doit les mettre en œuvre juridiquement et réellement. Donc voilà, c'est un déni flagrant des droits humains. Et bien sûr, je vous renvoie aussi à toutes ces conventions sur l'enfant, sur les personnes à handicap, sur les migrants, sur les réfugiés, alors qui reprennent un peu la Déclaration des droits de l'homme, et elles sont toutes truffées de ces inégalités qui font que l'humanité, maintenant, lorsqu'elle a posé ses socles après la guerre mondiale, a besoin de vivre en paix, finalement, mais elle n'est pas encore en paix, malheureusement. On peut voir pourquoi, et on peut aussi voir comment on s'en passe. Je fais juste une toute petite parenthèse, excusez-moi, pour vous rappeler aussi que vous pouvez poser vos questions et écrire via l'application sur laquelle vous êtes connecté. Posez vos questions à Ahmed Galaï et on en posera une ou plusieurs en fonction du temps qui nous reste à la fin de l'entretien. Donc, premier message important pour moi, c'est que les inégalités, comme violation des droits humains, est un grand détonateur de changement social, de révolution et de mouvements sociaux, ils prennent cette force-là. Dans le monde, je ne vais pas faire long parce que vous pouvez consulter les rapports des Nations Unies, de la PNUD, du PNUD, d'Oxfam, de toutes les organisations qui travaillent sur les droits humains. Mais je rappelle rapidement que les inégalités sont en recrudescence. Il y a une multiplication des inégalités. On s'attendait à ce que, après les guerres mortelles de ce siècle passé, on arriverait enfin à un monde beaucoup plus paisible et équitable, mais rien n'est faire. La malnutrition, les pénuries d'eau, les difficultés d'accès aux droits, à la santé, à l'éducation, touchent les plus précaires, touchent les plus fragilisés parmi les populations. Je parle ici des femmes rurales, des femmes en général. Je parle ici des personnes à handicap, les enfants sans soutien, les femmes qui n'ont pas de soutien, les réfugiés, toutes ces personnes-là qui passent à côté des projets parfois de développement. C'est pour ça que j'ai bien aimé que vous parliez, madame, et aussi Benoît, et aussi notre cher ami, du développement durable qui pose l'humain au centre de tout développement économique, qui a des dimensions aussi bien économiques, sociales et environnementales. Il y a aussi les inégalités entre les pays. On parlait avant, il y a un grand théoricien de l'économie, Pierre Gunder Frank, qui parlait du développement, du sous-développement. L'écart entre les pays se creuse. Il va de plus en plus, il est mortel pour certaines populations. Je vous rappelle qu'en 1967, lorsqu'il y avait la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le développement économique, il y avait une promesse de donner, les pays riches donneraient aux pays pauvres 1% de leur PIB, leur produit brut, intérieur brut. Mais on n'est jamais arrivé à ce stade-là. C'est pour ça qu'on a pensé en 2015 à poser les jalons de ces ODD pour qu'en 2030, on arriverait enfin à cette équité relative. Je prends un exemple douloureux qui me fait vraiment de la peine à moi lorsque je l'ai lu dans un rapport, je ne sais pas où, peut-être Oxfam ou bien. Alors, prenons deux enfants qui sont nés, qui ont 20 ans, qui sont nés en 2000. Ils ont maintenant 2000, 22 ans. L'un dans un pays développé,
l'autre dans un pays sous-développé. Vous avez vu un peu les inégalités dans la carte. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas stigmatiser certaines puissances. Le premier, donc celui qui est né dans un pays développé, a 50% de chances de faire des études supérieures, comme vous. L'autre qui a 20 ans, en même temps que son camarade qui a plus de chances, au même âge, risque de mourir avant cet âge-là. C'est douloureux comme exemple. Sachant que 17% de cette catégorie d'enfants qui sont nés dans un pays sous-développé meurent avant 20 ans. Ils meurent de beaucoup de causes, de guerre, de pauvreté, de faim, de beaucoup de violence aussi. Certains enfants sont incorporés dans les armées. Étant jeunes, au Yémen, il y a beaucoup d'enfants qui sont incorporés dans les soldats avant cet âge-là. Le développement est paradoxal, il y a des paradoxes indécents. Les 500 personnes les plus riches du monde ont un revenu combiné plus élevé que celui de 416 millions de personnes les plus pauvres. Regardez un peu, j'avais préparé des schémas, mais ils montrent plus cette indécence, pardonnez-moi le terme, cette indécence. C'est une indécence humaniste. Des millions de personnes touchent plus que quelques personnes. 600 millions de personnes, ça des chiffres officiels, hein, de rapports très véridiques et très fiables, vivent dans un état de pauvreté extrême. 600 millions de personnes dans ce monde-là. Ce sont des chiffres très récents. Hein. Et quelques 262 millions d'enfants sont déscolarisés. Ils ne vont pas à l'école. L'équilibre entre le Nord et le Sud aussi, n'en parlons pas, il va grandissant. À ces inégalités économiques et sociales se greffe tout ce qui s'ensuit des dérèglements climatiques. Le climat maintenant, les dérèglements, ils poussent des personnes à migrer. Maintenant, on parle de migration climatique actuellement. Les guerres aussi, et les guerres civiles dans le monde poussent des millions de personnes à migrer avec leurs enfants. Chez nous, on a aussi le phénomène de harraga. Le harraga, ça veut dire ceux qui brûlent littéralement. Ils brûlent leur vie, mais ils brûlent dans l'eau. Ils migrent sauvagement, migration sauvage, en prenant des embarcations de mort dans la Méditerranée, et ils meurent dans la Méditerranée. En 10 ans, il y a eu 20 000 morts en Méditerranée. Des jeunes comme vous, Allah, que Dieu vous préserve, bien sûr, meurent en Méditerranée. Et c'est une véritable guerre que livre l'Union européenne, entre guillemets, donc officielle, avec ses agences paramilitaires sur la Méditerranée, Parasur, il y a beaucoup d'agences militaires paramilitaires qui surveillent les frontières. C'est un droit que les pays surveillent leurs frontières, mais pas au détriment des humains. Donc 20 000, c'est pas moi qui dis ce terme, le mot guerre, c'est la FIDH, la Fédération des droits de l'homme internationale. C'est une véritable guerre que livrent certaines puissances, certaines sphères, je dis, en Europe et en Amérique aussi. En Amérique, ils tirent carrément sur les Mexicains, ou bien les Latino-Américains qui traversent le Rio Grande, passant du Mexique en Amérique. Il y a des milices, des patriotes, milices civiles, et on appelle les wetbacks, parce qu'ils ont le dos mouillé, ils traversent. Donc ça, ce sont des formes d'inégalité qui montrent que vraiment, il y a une urgence, il y a une indécence donc, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à dire non déjà, et à être créatifs pour trouver des solutions ensemble, société civile, activistes, responsables politiques, entreprises dans tous les domaines, agricoles, portuaires et tout. La fortune des 10 hommes les plus riches du monde a doublé alors que 90% de l'humanité a des revenus moins importants que prévu à cause de la Covid. La Covid a tué beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de sociétés s'en sont remplies les poches. En mars 2020 jusqu'à novembre 2021, beaucoup de gens, 10 hommes les plus riches, ont doublé leur fortune. Alors que, bien sûr, les populations pauvres ont encore perdu beaucoup de leur... Les inégalités contribuent chaque jour à la mort d'au moins 21 300 personnes. 4 secondes.
un mort pour chaque seconde. Excusez-moi de parler un peu mortuaire, mais c'est la réalité qui blesse, qui frappe, qui nous fait poser des questions. Les chiffres d'une organisation mondiale très fiable, très crédible, Oxfam, qui parle de ces chiffres-là. Alors, je passe sur les chiffres, il y a beaucoup de chiffres, mais je ne vais pas. Je parle aussi un peu de dérèglement climatique. 20 des milliardaires les plus riches émettraient en moyenne 8000 fois plus de carbone que le milliard de personnes les plus pauvres dans le monde. On fait des sommets du climat, on fait des promesses, mais ils font 8000 fois plus de bénéfices. Donc, vous voyez un peu que parfois les puissances énergétiques, les puissances industrielles font du commerce, font du bénéfice sur notre... Et vous avez vu qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une grande manifestation des lycéens pour le climat. C'est un mouvement social important qui pousse l'humanité à réfléchir. Combien j'ai encore de... Alors, je vais pas... Justement, ouais, en fait, merci beaucoup pour ces chiffres très éclairants et ces exemples au niveau international. Et compte tenu de votre expertise et du coup du temps qui passe, on aimerait également que vous puissiez apporter votre témoignage sur la Tunisie et l'engagement de la jeunesse dans votre pays. Et notamment, c'est pour ça qu'on a projeté ici, là, sur l'écran, un dessin de Willis. Oui, voilà, le chat. Pour pouvoir entendre votre témoignage autour de l'engagement de la jeunesse tunisienne pour réduire les inégalités. Très bien. Alors, pour la Tunisie, moi j'appartiens à Bon, il y a beaucoup de mouvements de jeunesse. La révolution de 2011 a été l'œuvre de la jeunesse, qui a mobilisé les autres aussi de la société civile, qui ont mobilisé les gens grâce aux réseaux sociaux. Mais pas seulement la jeunesse, bien sûr, hein. Mais la jeunesse a été très, très active. Elle était un peu écartée après, ce qui explique maintenant le marasme révolutionnaire en Tunisie. Mais elle était l'œuvre de ces jeunes comme vous qui ont bravé le despotisme, qui sont descendus dans les rues, demandant la dignité et la liberté et l'égalité. Moi, je n'aime pas donner à la révolution tunisienne le terme de la révolution du printemps arabe, ou bien le jasma. C'est une belle appellation, peut-être de tour opérateur, de tourisme, mais le mot que j'aimerais, avec mes camarades, donner à la révolution tunisienne et aussi dans les mondes arabes, qui s'est réveillé en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie. Malheureusement, il y a beaucoup de déboires, mais c'est quand même ce sursaut-là qui s'est éveillé. On aime l'appeler la révolution de la dignité, de la liberté et de l'égalité. Alors, ces jeunes-là, ils sont à l'œuvre. Moi, je les ai vus à l'œuvre et je les ai accompagnés, et pas seulement moi, je les ai aussi formés. On les forme pour les compétences sociales et civiles, citoyennes. Par exemple, pendant le Covid, ils ont été là pour aider les plus précarisés, les femmes dans la campagne, les personnes pauvres, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour leur apporter les aliments, pour apporter tout ce qui est nécessaire et très, très simple. Alors, moi, j'appartiens à un collectif de 90 associations qui s'appelle Soyons actifs, actives. Il y a 50 associations tunisiennes et 30 associations françaises, et qui est pilotée par Solidarité laïque, que je préside en Tunisie, les actions méditerranéennes, qui touchent aussi le Maroc, l'Algérie et bientôt le Liban. Et la Libye aussi, lorsque il y aura... Donc ces jeunes, depuis déjà la Révolution, hein, ils ont beaucoup travaillé comme bénévoles pour venir à l'aide dans toute la Tunisie, du nord au sud, à ces populations qui souffrent des inégalités. Ils ont fait des formations, de formateurs. Eux-mêmes sont devenus formateurs sur les thématiques qui touchent à du forum. Les droits de l'homme, la participation locale, la démocratie locale, l'économie sociale et solidaire, l'économie qui ne cherche pas le profit seulement,
mais l'économie qui part des besoins des plus précaires, les femmes dans les campagnes, les femmes rurales. On a un problème énorme en Tunisie comme dans beaucoup de pays en émergence. Beaucoup de femmes travaillent dans la campagne avec moins de rien comme droit, et ils meurent dans le travail parce qu'on les transporte d'une façon bestiale, excusez-moi le terme, dans des camions. Elles sont debout, on mouille les camions pour qu'elles ne puissent pas s'asseoir. Et parfois, il y a un accident parce que lorsque le camion s'arrête, tout d'un coup, elle tombe. Et il y a quelques victimes de ce travail-là. Donc nous, ils font du plaidoyer auprès des... ça, c'est très fort aussi. Il faut faire des formations en plaidoyer pour faire des campagnes auprès des États, auprès des gouvernements, auprès des ministères, pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils sont redevables. Les États sont redevables. Il y a un terme, accountability. La redevabilité sociale. Tout patron, toute entreprise doit avoir ce terme-là, de garder un peu en tête qu'ils sont redevables devant les personnes qui travaillent avec eux, ou bien l'État aussi redevable devant les citoyens qui ont élu ces redevables, ces élus. Donc cette redevabilité entraîne des responsabilités sociales. Et les jeunes, chez nous, il reste 1 minute. Je voulais juste finir et après une question du public. D'accord. D'accord. Donc, alors, on a fait beaucoup de travail parce que ces ONG très actives, très actives, très jeunes aussi, hein, dans toute la campagne, dans toutes les régions de la Tunisie. Ils font du plaidoyer sur l'éducation comme vecteur important de transformation sociale. L'éducation, c'est elle aussi, c'est le levier. C'est un levier important. Si on éduque bien, je n'ai pas eu le temps de parler des égalités scolaires, par exemple. Il y a beaucoup d'égalités scolaires. Il faut reformer un peu l'éducation. Il ne faut plus tirer vers le haut seulement les méritants et laisser les autres les plus, je ne dirais pas les plus faibles. Parce que l'école, elle est plutôt dirigée dans ce que Piaget appelle l'intelligence hypothético-déductive et ignore les intelligences multifactorielles de Gardner comme spatiale, artistique, linguistique. Donc là, technique et opérationnelle, si on prend en compte ces différentes intelligences, elles ne sont pas pyramidales, elles ne sont pas hiérarchisées. L'école irait mieux. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. J'aimerais bien juste finir par une dernière question qui a été envoyée par un lycéen ou une lycéenne du public. Alors c'est pas une question facile, mais on va juste vous demander une réponse assez rapide quand même. Comment répondre à ceux qui nient l'universalité de la Déclaration universelle des droits de l'homme en la jugeant trop occidentale ou impérialiste? Une question très pertinente parce que nous, militants de droits de l'homme, on a toujours cet écueil devant nous. Alors, on dit que voilà, c'est issu d'un monde occidental, c'est issu de l'Occident. C'est en Europe qu'on a fait ça, ou bien en Amérique qu'on a fait ça. C'est comment ça s'appelle, Roosevelt, la femme de Roosevelt qui a été à la commission. Il y a aussi des Arabes, il y avait des Irakiens à l'époque, peu importe. Mais on leur dit que c'est pas ça, c'est une première réponse. C'est une accumulation, c'est un résultat. Heureusement que le monde libre occidental a puisé de cette sève des populations. Il y avait le même texte, même en islam. En islam, il y avait des textes qui, pendant les premières années de l'hégire avec Mahomet, il y avait des textes que moi je connais, je dis à mes enfants et aux élèves, qui sont le prémisse du droit humanitaire international. Lorsque vous faites la guerre et vous gagnez, il ne faut pas tuer la personne. Il ne faut pas arracher les arbres, il ne faut pas tuer les vaches. Il faut laisser les gens vivre s'ils acceptent. Bon, il y a beaucoup de limites, mais il y a les prémices. Il y a aussi en Afrique, il y a aussi l'arbre à baobab, l'arbre à palabra, qui regroupe les vieux et qui émettent des consignes pour la population, pour respecter l'autre. Les 10 commandements eux-mêmes, c'est aussi un prémisse de droit. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Donc, si on cherche dans les cultures du monde, on trouve les prémices de cette socle important. Le socle important, il a commencé déjà bien avant, avec les Lumières de Montesquieu, de Rousseau,
avec de l'intolérance, mais de la tolérance. Il a commencé avec Hobbes et Locke en Angleterre, avec l'humanisme. L'humanisme vient de Hobbes et de Locke. C'est-à-dire comment l'être humain, dès qu'il est humain, il faut séparer un peu l'humain du religieux. C'est pour ça que la laïcité est une valeur importante. Ce n'est pas l'athéisme, mais c'est donner à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. C'est un socle important des droits de l'homme. Autre chose, si un Chinois se regarde dans le miroir et un Arabe se regarde dans le miroir, puis, alors nous avons tous pratiquement la même forme humaine, hein, c'est-à-dire nous sommes debout, nous avons une dignité humaine, que soit... je vous rappelle qu'avant, la femme et le noir n'avaient pas d'âme pour les chrétiens. Hein. Donc, même aussi pour les Arabes, il y avait beaucoup d'esclaves dans la période anti-islamique. Alors, est-ce que personne... deuxième argument pour cette question-là. Est-ce qu'une personne d'entre vous, bien dans le monde entier, accepterait qu'on violente une personne parce qu'elle est différente? L'excision des filles, par exemple, qu'elles soient arabes, égyptiennes, mexicaines, elle est à bannir. Donc l'être humain est universel. Il est universel. Les différences, c'est des différences culturelles. Je prendrai ici l'exemple pour finir, hein, parce que j'ai d'autres arguments, mais pour finir, un exemple pédagogique important qui est très beau d'ailleurs. Vous fêtez Pâques et vous dessinez sur les œufs de Pâques beaucoup de dessins. C'est ça, hein? C'est ça ou bien je me trompe? Parce que ce n'est pas ma culture. Alors, il y a les œufs de Pâques. Tout à fait. Il y a le chocolat, il y a aussi des dessins. Moi, j'ai vu en Suisse, j'étais en Suisse à un moment, et les enfants dessinent les œufs de Pâques avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Alors, je prends un œuf de Pâques. Dans une corbeille. Il y a plein de couleurs, plein de formes, c'est très très joli, c'est une diversité. Mais lorsque vous cassez l'œuf, qu'est-ce que vous trouvez? Le même jaune d'œuf. C'est ça l'humain. En dehors, c'est les cultures. Donc c'est une richesse, c'est une coloration, c'est une diversité. Les façons de penser, les façons de faire la cuisine, les façons de se promener, la façon de voir le monde, ça c'est ce qui est à l'écorce, ou bien à la coquille de l'œuf. Mais on a tous ce même œuf. C'est l'indivisibilité de l'homme. L'homme est indivisible et la richesse vient de sa différence. Nous sommes tous libres, égaux, nous sommes tous différents et égaux. Donc, différence et égalité. Vous êtes convaincus de cette réponse-là, mademoiselle? Merci beaucoup, très beau mot de conclusion. Merci beaucoup Ahmed Galaï, donc président de Solidarité laïque Méditerranée et ancien vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner votre place. Et ça va être de nouveau à vous de jouer. Oui, alors, on va passer à la deuxième séquence sur les inégalités en France. On va vous inviter à reprendre vos téléphones. C'est toujours sur le même code, hein, sur Mentimeter. Et le code est le même, 57 21 78 01. Et la première question est la suivante. Quel principe est illustré par cette image? Est-ce l'égalité, la discrimination, l'inégalité ou l'équité? Une grande majorité pour l'équité, avec tous ces petits points. Parfait. En effet, il s'agissait bien de la notion d'équité, qui se distingue de l'égalité, puisque l'équité apporte un soutien adapté aux besoins de chacun pour atteindre une égalité de fait. On s'adapte aux besoins et à la réalité de chacun. Félicitations. Deuxième question. À votre avis, quels critères de discrimination sont interdits par la loi française parmi les suivants? On ne peut pas discriminer sur le nom, l'orientation sexuelle, la domiciliation bancaire, la religion ou les caractéristiques génétiques. Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
Ok, donc plutôt unanime sur le fait qu'il est interdit de discriminer autour de l'orientation sexuelle et de la religion, beaucoup plus nuancé sur la domiciliation bancaire et le non. Eh bien, tous ces critères étaient bien des critères sur lesquels on ne peut pas discriminer une personne en France. Il y a 25 critères de discrimination prévus par la loi, donc on ne peut pas traiter différemment des individus juste parce qu'il y a un de ces critères. Et ça s'applique dans différents domaines qui sont également prévus par la loi, comme l'emploi, l'éducation, l'accès aux biens et services, ainsi que le logement. Voilà, il y en a de très nombreux, certains sont plus connus que d'autres, et la domiciliation bancaire fait partie des derniers ajoutés. Il y en aura peut-être d'autres à venir. Prochaine consigne, on vous invite à observer ce dessin de presse. Et vous allez être invité à réagir sur le fait de savoir si ce dessin, selon vous, reflète la situation en France. Vous avez un feu rouge pour non, orange pas tout à fait, ou vert. Oui, cette situation reflète. Ok, donc je remets l'image rapidement. Majoritairement, non. Cette image ne reflète pas la situation en France. Les jeunes préfèrent toujours la PS. Selon vous, quels sont les 3 combats prioritaires en France pour lutter contre les inégalités? Est-ce l'accès à l'éducation, l'accès à la culture et aux loisirs, l'égalité femmes-hommes, le handicap et la qualité de vie, justice équitable, la lutte contre la précarité, les droits des minorités ou l'accès aux soins? Vous pouvez donc en choisir 3. Magali, regardez bien, puisque vous serez invité peut-être à réagir. C'est intéressant pour vous, j'imagine, d'entendre la parole des jeunes sur ces questions-là. Donc vous êtes 125 à avoir répondu, 130, quelques secondes. Donc les combats qui semblent prioritaires pour vous en France, afin de lutter contre les inégalités, semblent être l'accès à l'éducation et l'engagement pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Et en 3e position, l'accès aux soins. Merci beaucoup. Et justement, nous avons le plaisir d'avoir une experte de la situation française, Madame Magali Lafourcade. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Jean-Luc Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Avant peut-être d'entrer dans le cœur du sujet, peut-être comme le présentait Clémence, peut-être que vous avez une réaction par rapport au combat prioritaire, en tout cas des lycéens dans le public aujourd'hui. Donc l'accès à l'éducation, l'égalité femmes-hommes et l'accès aux soins qui ressortent le plus parmi ces 8 exemples. Et on pourrait imaginer encore d'autres exemples, bien sûr. Eh bien, je vois que nous sommes face à une jeunesse qui a une forte conscience politique et qui a bien compris où sont les enjeux. Donc, félicitations, vous êtes vraiment dans le vrai, dans le juste, dans le dur. Et je pense que à travers ça, on va pouvoir parler des combats que vous pouvez mener. Et je voudrais, si vous me permettez, réagir sur la question qui avait été posée par un jeune tout à l'heure sur l'universalité, car je pense que c'est absolument essentiel de comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les droits de l'homme sont respectés dans le monde partout, ou bien au contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit sur cette terre où les personnes revendiquent la reconnaissance de leur égale dignité, la reconnaissance de leur dignité humaine. Les droits de l'homme, ce n'est que ça, c'est concrétiser cette reconnaissance de la dignité. Et donc chacun, dans le monde, et on le voit, nous, quand on travaille sur les droits de l'homme, des défenseurs du monde entier, souhaitent que, pour leurs proches comme pour eux-mêmes, leur dignité soit reconnue. Et c'est cela l'universalité des droits humains. C'est aussi l'histoire, comme l'a rappelé Ahmed Galati, que quand on regarde la structuration des
des déclarations des droits humains, des pactes internationaux, des conventions internationales, en fait, c'est assis sur toutes les tragédies qui, dans l'histoire, ont massacré des hommes, ont mis au banc de ce que c'était que l'humanité des personnes, des groupes. Et c'est cette histoire longue qui se passe dans toutes les latitudes du monde qui a permis de déclarer ces droits et pas de les découvrir. C'est-à-dire qu'ils sont déclarés comme un corpus de droits les plus précieux de l'être humain, mais ils ne sont pas nouveaux, bien sûr. Et c'est là aussi le message qui me semble être très important à travers toutes les slides que vous nous avez montrées tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai emprunté les mots de Margaret Mead, qui est une très célèbre anthropologue américaine, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients, déterminés, enthousiastes, est capable de changer le monde. Et c'est toujours ainsi que cela s'est passé. Et moi, ma conviction, et c'est en quoi j'engage toute mon existence, c'est que on peut entrer dans ce cercle des gens, multiplier les cercles des personnes qui décident de changer le monde. Et la CNCDH, elle fait exactement le pont, puisque je reprends cette expression qui est magnifique, sur ne faut pas construire des murs, mais construire des ponts, entre la société civile, qu'Ahmed Galaï représente ici, et les Nations Unies, que Nicolas Emeline représente ici. On fait ce pont-là en étant une institution qui, avec des gens de bonne volonté dont vous pouvez faire partie, peut amener des changements profonds dans la société. Alors nous, on travaille sur la France, mais on se sert toujours de la société civile, des groupes de personnes et des mécanismes internationaux de contrôle des Nations Unies. Et vous tous ici, si vous engagez à être ces personnes conscientes, enthousiastes, motivées et déterminées, vous pouvez vraiment changer le monde. C'est possible. C'est pas trop grand. Et c'est ce message extrêmement important qu'il faut porter parce qu'on voit que la jeunesse est dans un réenchantement de l'engagement, alors pas partisan, mais un engagement politique au sens noble, et que vous avez une voix qui est extrêmement importante et vous pouvez la rendre audible. Et les institutions comme la nôtre sont là pour la rendre, pour l'amplifier. Parce qu'il y a un statut dans le monde qui est défendu par les Nations Unies, qui est le statut des défenseurs des droits de l'environnement, mais enfin, défenseurs des droits humains. Et les jeunes, même mineurs, peuvent être des défenseurs par leur action. On a tous un devoir de défendre les articles de la Déclaration universelle, et vous pouvez le faire à chacun des moments de votre existence. Et justement, ma première question, c'était aussi sur la CNCDH, donc Commission nationale consultative des droits de l'homme. À quoi sert-elle ? Comment elle fonctionne et comment elle participe à réduire les inégalités en France ? Alors, la CNCDH, elle est très ancienne, elle est composée pour moitié de personnalités qualifiées, dont Nicolas Emeline a été pendant très longtemps donc, une des personnalités qualifiées, et aussi de la société civile, donc les syndicats, les grandes associations. Elle est de droit français et elle est ancrée aux Nations Unies puisque toute son histoire a accompagné la création et la structuration du droit international des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas des droits qui sont loin. En fait, c'est des choses qui sont très concrètes et chaque jour, vous pouvez revendiquer ces droits et il y a des tas de mécanismes qui sont là pour vous aider à les mettre en œuvre. Puisque comme l'a rappelé Arma tout à l'heure, il faut protéger les droits de l'homme, il faut aussi les mettre en œuvre. Et nous, on promeut l'approche fondée sur les droits de l'homme en se servant de nos deux leviers phares, que sont la société civile et les Nations Unies. Et donc, même si on n'est que consultatif, on prend en étau, et on se sert aussi beaucoup des juridictions, mais on prend en étau le gouvernement qui se trouve coincé entre cette montée de la société civile et les revendications qui sont portées par les experts internationaux qui contrôlent ce que fait la France. Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'on s'est aperçu de la faillite des États pour protéger les êtres humains, que finalement la souveraineté était utilisée par les États comme une garantie, c'est la garantie réciproque, la garantie de l'arbitraire et de se protéger les uns des autres, les mécanismes internationaux veillent à être un peu la mouche du coche pour pouvoir vérifier que les États ne font pas n'importe quoi. La France n'est pas une île, elle est dans un circuit, elle a ratifié des conventions et elle doit les respecter. Et vous pouvez revendiquer chacun des droits qui sont contenus et garantis. Donc, ce que nous faisons, c'est par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des 25 critères, eh bien, il y a un critère qui a retenu particulièrement les critères de discrimination.
Nous, on a, avec ATD Quart Monde, qui est une magnifique association, porté le critère de discrimination fondé sur la précarité économique. C'est nous qui l'avons porté. Nous avons, il n'y a pas très longtemps, très peu de temps, entre la société civile sur le handicap et les Nations Unies, l'examen périodique universel, obtenu qu'on ne puisse plus retirer le droit de vote à une personne au motif qu'elle est handicapée. L'État français faisait une discrimination directe. Voilà. Ben maintenant, c'est plus possible. Donc ça, c'est très concret. Voilà ce que nous faisons. Nous avons aussi œuvré pour qu'il y ait des droits nouveaux, parce que quand on parle des inégalités, il y a déjà accéder aux droits. Les personnes LGBTIQIA+, ont pendant longtemps été criminalisées dans ce pays. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est très récent. La société civile, elle est encore très peu structurée, parce que pendant longtemps, c'était des associations qui étaient interdites, puisque l'homosexualité était pénalisée. Aujourd'hui, le mariage, dans ce que vous l'avez montré, le mariage homosexuel est autorisé dans 35 pays. C'est bien, mais c'est très peu. En France, c'est très récent finalement. Et il y a eu des débats extrêmement douloureux. Il y a de l'homophobie dans le pays. Mais nous avons travaillé sur le mariage de personnes de même sexe. Et nous avons également travaillé beaucoup pour la reconnaissance de la PMA pour les femmes célibataires et lesbiennes. Donc, ça, c'est déjà une façon très concrète de lutter contre les inégalités en créant des droits nouveaux. Et après, il y a la question des discriminations. Il faut lutter contre les discriminations. Et là, le chemin est encore long. Alors, je vais peut-être poser une question qui est peut-être très naïve. C'est vrai que le principe d'égalité, là on a beaucoup parlé d'inégalité, mais du coup de fait aussi d'égalité, qu'on retrouve dans la devise française, qu'on retrouve affichée dans les mairies, dans les écoles. Comment expliquer qu'on constate encore beaucoup trop sans doute, d'inégalités en France? Alors, la France est un pays qui quand même, quand on prend une focale un peu plus large, qui est un pays qui a une passion de l'égalité, où il y a beaucoup moins d'inégalités que dans d'autres pays. Donc déjà, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, mais ça suffit pas. Je fais juste une petite parenthèse sur la carte des inégalités qui était montrée tout à l'heure. Personne, en tout cas parmi vous, n'a sélectionné un pays européen, et ni la France d'ailleurs. Ouais. Donc il y a une conscience quand même qu'on est plutôt dans un pays où il y a des outils pour éviter l'extrême pauvreté. Mais quand on voit toutes ces personnes qui dorment à la rue, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de choses à faire. Parce que bien sûr, vous pouvez avoir des revenus minimums, mais pour ça, souvent, il faut avoir un domicile pour pouvoir toucher ces revenus. Il faut une domiciliation bancaire. Donc on voit qu'il y a un non-recours aux prestations de base minimales pour éviter l'immense pauvreté. Et il y a des ONG comme ATD qui travaillent extrêmement bien sur ce plan-là pour pouvoir éviter le sans-abrisme, etc. Donc, c'est mieux qu'ailleurs, mais on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe. Et puis en plus, on vient de vivre une série de crises. Donc là, on a une crise économique qui arrive, on a la crise du Covid, il y a une régression majeure des droits des femmes. On peut se souvenir de la phrase de Simone de Beauvoir, hein. Il suffira d'une crise économique, religieuse, on aurait pu dire sanitaire, pour que les droits des femmes soient les premiers sacrifiés. Il faut toujours, notre vie durant, elle dit, rester vigilant. Donc il faut cet appel à la vigilance. Donc il y a énormément de problèmes d'inégalité et il faut voir les droits humains, c'est une réponse. C'est pour ça que cette approche fondée sur les droits de l'homme, elle est fantastique. C'est que vous avez des droits qui sont des droits de liberté. La liberté de manifester, qui a d'ailleurs été très très atteinte en France. Il y a donc des libertés politiques, la liberté du droit de vote. Je vous ai parlé du droit de vote des personnes handicapées. Et puis, il y a des droits créances, c'est-à-dire que vous demandez à votre État de vous donner un minimum de prestations pour pouvoir être capable d'exercer vos autres droits. Et c'est ça qui est magique dans le corpus des droits humains, c'est que les droits sont tous interdépendants. Donc, quand vous mettez en œuvre un droit, vous facilitez sa concrétisation, ipso facto, nécessairement, vous créez aussi les moyens de la réalisation des autres droits. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire des études. Donc, vous participez, enfin, vous bénéficiez du droit à l'éducation. On a vu tout à l'heure que tous les enfants n'avaient pas cette chance. Avec ce droit à l'éducation, couplé au droit du droit de l'information, vous avez accès à énormément d'informations par plein de canaux. Vous pouvez être des meilleurs citoyens, vous êtes mieux éclairés et donc vous participez mieux au vote. Et donc vous faites que le pays peut être mieux
gouverner avec des gens qui sont plus compétents plutôt que ces dictateurs. Dans certains pays, on dit d'ailleurs les démocraties ne souffrent jamais de famine, parce qu'en fait les mauvaises informations ne remontent pas vers les dictateurs. Peut-être que si Vladimir Poutine était dans une démocratie, il entendrait que son armée va très mal, voilà, donc, et que le pays va très mal. Donc vous voyez qu'il y a cette idée que plus on est éduqué, meilleure sera la santé, meilleure sera la gouvernance du pays. Vous aurez accès à une justice de meilleure qualité. Les inégalités entre les femmes et les hommes seront réduites. Les assignations, c'est insupportable d'être assigné, d'avoir, quand vous naissez d'une certaine couleur ou dans un certain quartier, eh ben, votre vie elle va être déterminée par ça. C'est insupportable. Il faut s'indigner contre ça. Et donc, on est en train de se dire que finalement, l'égalité formelle, c'est joli, mais ça ne suffit pas. Si on veut faire vivre le principe de liberté, égalité, fraternité, ou sororité, ou solidarité, il faudrait aussi penser en termes d'égalité des chances, d'égalité des conditions. Et il y a des programmes de discrimination positive. Je trouve que le terme est mal adapté, mais en France, on en a et ça fonctionne. Merci beaucoup. Juste une dernière question, et je rappelle aussi au public que vous pouvez envoyer votre question via l'application Mentimeter, donc sur votre téléphone. Comment concrètement les citoyens, les citoyennes peuvent agir pour l'égalité, et quelle est la place aussi de la jeunesse dans ce combat? Alors la place de la jeunesse, elle est immense, parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, les droits humains sont particulièrement précarisés à cause de la crise climatique et environnementale, à cause aussi de toutes ces inégalités qui vont s'accentuer. On parle de plus en plus d'un racisme environnemental. C'est pas pour rien que les campements, les aires d'accueil des personnes roms, qui sont ceux qui subissent le racisme le plus fort en France, sont toujours sur des zones les plus polluées, à côté des déchetteries. Donc il faut s'élever contre tout ça. Et vous avez une conscience politique qui est absolument fantastique. Alors il y a une première chose, c'est de vous dire que vous avez un statut de protection qui est le statut de défenseur des droits de l'homme, qui est un statut avec une déclaration des Nations Unies de 1998 qui a été adoptée au Palais de Chaillot le 9 décembre à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été, elle, adoptée au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Donc vous voyez la force symbolique de la chose. Et ça veut dire que vous avez droit à une protection pour les actions que vous menez en faveur des droits humains. Même mineurs. C'est le fait d'œuvrer pour quelque chose. Moi, j'entends dans un discours politique qui s'élève, contre lequel vous devriez tous être révoltés. C'est un discours d'infantisme. Même le mot, il n'existe pas. On va le faire rentrer dans le Robert bientôt. Hein. L'infantisme, c'est quoi? C'est quand vous dites, ben voilà, Friday for Future, moi, je ne vais pas aller en cours vendredi. Alors qu'on ne dise pas que je vous ai invité à pas aller en cours parce qu'il faut quand même vous former, mais franchement moi je pense que je ne serais pas allée en cours le vendredi à votre âge. Mais si quand vous faites un mouvement comme ça, quelqu'un vous dit mais à votre âge vous devriez vous intéresser à la couleur de votre trousse, mais quel scandale! Ça veut dire une généralisation, une assignation. Vous êtes jeune, donc vous n'auriez pas un avis sur votre avenir. C'est vous qui êtes concernés, c'est nous aussi avec nos enfants. Donc là, il faut s'élever, il faut dire mais non, ce que j'ai à dire est aussi recevable, intéressant que ce qu'on va dire toute autre personne. Donc mettez-vous en groupe, faites des choses. J'ai des étudiants à la fac qui ont voulu faire une action comme les étudiants portugais devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dire que leur droit à la vie, leur droit à l'éducation, leur droit à la santé étaient atteints parce que la France s'impliquait pas assez dans la lutte contre le réchauffement climatique et les désastres environnementaux. On sait aujourd'hui que les désastres environnementaux naturels, les plus extrêmes à cause du réchauffement, affectent les populations les plus vulnérables. Il y a une grande inégalité sur comment ça va se passer. Et affectent en particulier les femmes. Elles sont plus victimes, et les enfants, plus victimes de violences sexistes et sexuelles. Le patriarcat s'exerce de manière extrêmement brutale dès lors qu'il y a un événement climatique grave. Voilà, ce que vous avez apporté là-dessus, vous avez une légitimité majeure puisque c'est votre avenir, c'est votre vie qui est en jeu et celle de vos enfants. Donc, levez-vous, indignez-vous et vous aurez une protection des mécanismes internationaux. Et la CNCDH sera là pour vous aussi, pour amplifier votre voix. Donc, on peut faire des choses. Il n'y a pas besoin de créer une association formelle.
Vous avez vu #MeToo, #MeToo média, #MeToo inceste, #Black Lives Matter. Vous pouvez faire avancer une cause, le mettre à l'agenda politique, juste par des mouvements sociaux. Ça, c'est extrêmement important. Utilisez vos outils. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des carcans formels avec des déclarations à la préfecture de création d'une association. Vous pouvez juste arriver par vos mouvements, par vos idées, à diffuser des messages clés. Le #double peine sur ces filles et ces femmes qui sont allées porter plainte et qui ont été tellement mal reçues par la police. Ça fait changer le gouvernement. Nous, derrière, on fait un plaidoyer. On s'appuie là-dessus pour dire, vous voyez, il y a un mouvement fort dans l'opinion. Vous êtes le moteur. Nous, derrière, on vous accompagne. Mais c'est vous qui faites. Voilà. Et c'est vous qui changez le monde. Et vous venez d'ailleurs plus ou moins de répondre à une des questions du public que nous avons reçues, qui était comment et pourquoi les jeunes doivent-ils garder un engagement dynamique face aux visions pessimistes du futur ? Parce qu'on peut être très très optimiste dans l'action quand on est très pessimiste dans le diagnostic. Moi, je suis très éco-anxieuse. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Ça m'angoisse, ça me réveille la nuit. Et la seule solution que je vois à ça, c'est de me mettre avec d'autres et de faire des tribus autour d'un objectif et de me lancer dans de multiples causes. Là où je suis à la CNCDH, c'est très facile de voir avancer parce qu'on a vraiment un track record, si vous me permettez l'expression, énorme de succès de plaidoyer. On est sur du temps moyen ou du temps long, on y arrive vraiment toujours. Mais là, on est en train de faire monter la reconnaissance du droit à un environnement sain et sa consécration aux Nations Unies. Ça a été reconnu récemment par le Conseil d'État. Donc ça, c'est une victoire. On a travaillé, par exemple, sur le délit de solidarité. En 2018, on a fait un avis très court qui est très très beau sur le délit de solidarité et le harcèlement par les magistrats, par mes collègues, de certains militants qui essayent d'aider les gens qui font juste preuve d'humanité et d'hospitalité. On a fait une action au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous a suivis. C'est pour vous dire qu'on peut très rapidement, en quelques mois, se mobiliser très fortement. Il y a une fenêtre d'opportunité et là, on peut changer les choses. Donc, face à l'angoisse, c'est se mettre en petits groupes ou en grands groupes, faire des cercles plus ou moins concentriques sur des valeurs et dessiner des actions. Les idées, elles foisonnent et il faut toutes les prendre. Et puis si ça ne marche pas, so what ? C'est pas grave. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, il n'y a que des réponses, des retours d'expérience. Mais la prochaine fois, vous serez plus efficace. Donc lancez-vous, faites des choses. Si vous avez besoin de guidance, on est là pour vous. Vous pouvez m'écrire. C'est avec grand plaisir que je répondrai à tous vos messages. J'ai une équipe formidable et on pourra vous dire comment vous mobiliser. Il y a bientôt l'examen de la France par le Comité des droits de l'enfant, où vous avez toute votre place. Vous pouvez demander à être entendu à Genève, en visio directement. Les Nations Unies entendent les jeunes directement. Vous pouvez porter vos messages, parler de votre éco-anxiété et des solutions qui vous paraissent essentielles. Ça marche, c'est ça que je dois vous dire, c'est que ça fonctionne. Merci beaucoup, Magali Lafourcade, donc secrétaire générale de la CNCDH. Merci pour ces encouragements aussi qui ont bien été entendus par les lycéens aujourd'hui. Et justement, on va vous solliciter une dernière fois. Oui, c'est le message porté par Magali Lafourcade est une transition parfaite avec le dernier temps de cette séquence sur l'engagement de la jeunesse normande contre les inégalités. Et juste avant d'accueillir nos expertes de la jeunesse normande, Sokona et Nina, qui ont d'ailleurs rencontré Magali Lafourcade, car elles ont été chaleureusement accueillies en juin dernier au sein de cette institution, on va revenir sur Menti pour quelques petites questions. Vous êtes maintenant des experts de cet outil. Et la première question est la suivante. Selon vous, quel est le pourcentage des 15-24 ans au sein de la population française ? Alors, vous étiez légèrement au-dessus. Il y a en effet 12%. Voilà, les 15-24 ans représentent 12% de la population française. Vous vous voyez plus nombreux. Mais c'est aussi un message pour dire que, bien que 12% soit très important, c'est moins que ce que vous imaginiez. Et pour autant, vous avez la parole.
vous avez cette force d'engagement dont Madame Lafourcade notamment témoignait, ainsi qu'Ahmed Galaï et les filles pourront appuyer tout à l'heure. Et justement, vous dans la salle, qui avez dans cette tranche d'âge entre 15 et 24 ans, avez-vous l'impression que votre génération est suffisamment prise en compte, entendue par les décideurs? Oui ou non? On attend quelques secondes. Vous êtes 100 à avoir répondu. Mais le constat semble sans appel. Plus de 85% d'entre vous pensent que vous n'êtes pas suffisamment entendus. Là encore, vous pourrez ajouter des petits messages sur le Mentimeter. Et justement, vous, en tant que jeune, puisque là, on vous entend, quels moyens vous semblent les plus efficaces et réalisables pour lutter contre les inégalités à votre échelle? Est-ce que c'est s'engager dans une association, demander de l'aide ou des conseils à des organismes spécialisés, s'engager sur les réseaux, participer aux élections politiques, intervenir soi-même face à une situation d'inégalité, manifester, alerter les autorités compétentes, hop, ça bouge en même temps, demander de l'aide, ça je l'ai dit, ou mettre en place des espaces d'expression et de témoignage, ou organiser une collecte de dons. Il y a la question de la sensibilisation aussi entre pairs, donc des jeunes qui sensibilisent les jeunes. Vous semblez jusqu'à présent faire beaucoup appel aux réseaux sociaux comme moyen d'action efficace et réalisable pour lutter contre les inégalités. La manifestation, ça rejoint les propos de Magali Lafourcade, ainsi que la sensibilisation des jeunes par les jeunes. Merci beaucoup. Et tous les moyens sont efficaces et accessibles, évidemment. Une dernière question, on souhaiterait recueillir votre avis parce que des lycéens de Normandie, comme vous, ont l'année dernière préparé et porté des recommandations sur la thématique de l'éducation de qualité et notamment la question de la réduction des inégalités dans le domaine de l'éducation. Ils ont formulé plusieurs recommandations à l'attention de la région Normandie qu'on vous présente ici. Donc la première, c'est approfondir l'apprentissage des droits dans les établissements scolaires de Normandie et d'ailleurs par des professionnels. Ensuite, il préconise ces lycéens du personnel plus présent et à l'écoute au sein des établissements scolaires sur les questions de santé mentale et notamment sur la question du harcèlement. D'organiser des groupes de parole animés par des élèves pour favoriser les échanges, l'écoute et la bienveillance entre élèves. Faire des campagnes de découverte des métiers dits masculins et féminins pour casser les stéréotypes de genre ou encore avoir des correspondants de différentes cultures et faire découvrir à l'aide d'instituts, d'associations, etc. Donc tout ça, ce sont les mots de lycéens normands qui ont participé au programme ECHO, qu'on va présenter tout à l'heure. Et donc là, le résultat de ce sondage-là, nous, on va le porter aussi auprès de la région Normandie parce que toutes ces recommandations vont être présentées prochainement dans le cadre des rencontres normandes du développement durable et où des élèves, là aussi, pourront porter la parole de leurs camarades et demander des engagements à la région Normandie. Donc celle qui retient le plus votre attention, c'est, et ça ne m'étonne pas, parce que c'est une recommandation qui a été largement portée, c'est d'avoir du personnel plus présent et à l'écoute au sein des établissements scolaires, sur tout ce qui est question de santé mentale et notamment du harcèlement. Cette problématique revient très souvent et on ne manquera pas de la porter. Il est l'heure à présent d'accueillir deux femmes engagées, deux Normandes, qui ont participé à un programme pédagogique l'année dernière. Vous pouvez venir, les filles, Sokona et Nina. Donc vous êtes toutes les deux lycéennes, comme le disait Benoît tout à l'heure, au lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil, et non pas de Rueil, désolée pour la coquille. Et vous avez toutes les deux participé à un programme pédagogique qui s'appelle le programme
ECHO, qui est un programme de la région Normandie, qui est porté par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix avec le soutien des autorités académiques. Et ECHO, l'objectif chaque année, c'est d'aborder les objectifs de développement durable avec les enseignants, les lycéens et apprentis et quelques collégiens à travers toute la Normandie, à travers des temps de sensibilisation, des temps de formation des enseignants comme des élèves, pour porter la parole des jeunes, que les jeunes puissent s'exprimer et être entendus sur les enjeux du développement durable avec une thématique spécifique chaque année. L'année dernière, c'était l'éducation de qualité. Cette année, ce sera l'objectif 10 sur la réduction des inégalités. Et donc, Sokona et Nina, vous avez participé à ce projet. Il y a la possibilité pour les élèves de s'engager dans la formulation de recommandations, comme vous l'avez vu à l'instant avec les paroles de vos camarades de l'année dernière, ou encore de créer des projets de classe à l'aide d'élèves facilitatrices formées et engagées. Et vous en êtes un exemple parfait, les filles. Et justement, on va vous laisser la parole, parce que vous allez présenter bien mieux que moi vos projets avec vos mots, de présenter en quelques mots votre projet de classe que vous avez créé l'année dernière dans le cadre du programme ECHO, et que vous avez eu l'occasion de porter aussi auprès de la CNCDH l'année dernière. Qui se lance ? Vas-y, Nina. Du coup, le projet consistait en une partie à la sensibilisation des élèves de seconde. Et c'était aussi pour eux un rappel au niveau des bases sur les stéréotypes, les inégalités et les préjugés qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et du coup, pour pouvoir mener à bien ce projet, on a eu l'intervention de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, qui sont venus nous soutenir et nous ont aussi inspirés pour faire des débats mouvants, parce qu'on voulait que ce soit tout d'abord ludique pour les élèves de seconde, qu'ils puissent prendre plaisir, que ce soit d'abord un moment de partage avec eux. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait des interventions auprès des élèves de seconde. Et on a également fait des sondages pour avoir des retours, et ils ont énormément adoré. Et notre priorité, c'était d'essayer de changer les stéréotypes, puisqu'ils n'ont pas lieu d'être dans la société, et aussi d'avoir un impact à long terme. Du coup, on reprend de sitôt les interventions auprès des secondes en novembre. Alors vous êtes ici aussi pour témoigner un peu de votre expérience sur une forme d'engagement et la mise en place de projets, notamment dans ce contexte, dans cette thématique en tout cas des inégalités à réduire. Déjà, ce qui nous intéresse, c'est aussi comment vous avez imaginé ce projet, dans quel état d'esprit vous étiez quand il a fallu commencer à travailler dessus. C'était d'abord un projet qu'on a fait avec toute la classe. Donc, c'est des heures de brainstorming pour trouver les sujets dont on va parler pendant les débats. Du coup, on a surtout retrouvé le code vestimentaire, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel. Il y avait quoi ? Ouais, le harcèlement dans les transports. Le harcèlement sur les réseaux sociaux lié au body shaming, c'était ça. Mais on a énormément hésité, puisqu'on voulait d'abord savoir ce qui nous dérangeait au sein du lycée, ce qui posait problème qu'il ne devait pas y avoir. Du coup, on a énormément hésité au début niveau harcèlement scolaire, et ensuite on est parti sur le harcèlement sexuel, puisque c'est quelque chose qui pose problème dans la société, et qui est énormément tabou, puisqu'on n'en parle pas, et les jeunes ne sont tellement pas au courant des agressions dont elles sont victimes, enfin ils ou elles sont victimes, et du coup elles le normalisent, les gens le normalisent parce qu'ils pensent que c'est normal, et ça fait partie des côtés négatifs de la société en quelque sorte. Et du coup, là, on le voit, vous êtes très à l'aise, vous êtes sûr de vous, sans notes, pour parler de votre merveilleux projet, ce qui est très courageux, félicitations. Et pour rebondir aussi sur les propos des adultes qui sont venus avant, aujourd'hui, vous êtes très à l'aise, mais comment vous vous sentiez à l'époque quand on vous a dit que vous allez devoir créer un projet sur l'éducation, sur la réduction des inégalités ?
Je pense qu'au début, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes parce que c'était assez flou, on ne savait pas trop la forme que le projet allait prendre. Mais je pense que quand on a su qu'on était finaliste, il y a eu vraiment énormément de motivation parce qu'on avait envie d'aller au bout de ce projet. On voulait que ça ait vraiment d'impact dans notre lycée et on espérait aussi qu'il y ait d'autres messages et que d'autres personnes prennent en compte du coup notre projet. Est-ce que la mise en place, enfin la conception, l'imagination, la mise en place de ce projet-là a aussi, j'imagine, un impact peut-être personnel sur votre propre engagement aussi? Il y a peut-être eu un avant et un après? On voit par exemple là, les photos qui défilent de vous aux défenseurs des droits ou à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Est-ce que vous voulez témoigner de tout ça, de ce que ce projet a impacté Personnellement, pour moi, c'était énorme, c'était un truc de fou. J'ai grave adoré la récompense qu'on a eue. Enfin, c'est quelque chose d'unique. Il y a tellement peu de personnes qui ont ce genre d'occasion, de vivre ça, tout simplement. Au début, j'étais un peu réticente, j'avais super peur, mais les découvertes que j'ai faites, les gens que j'ai rencontrés, c'était incroyable. Et je trouve ça vraiment triste, puisque je me rends compte qu'il y a énormément de choses mises en place, du coup, par les institutions, pour nous aider, pour nous soutenir. On a énormément de moyens d'agir, justement, pour défendre des causes, mais on n'est même pas au courant. Et du coup, quand j'ai vu, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. À chaque fois, on ne se sent pas écouté, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas agir. On parle juste entre nous, on se dit, OK, on est bloqué, il n'y a pas de solution. Mais il y en a, et faut trouver faut les découvrir, quoi. Et je trouve ça triste quand même que, c'est un avantage pour moi, puisque je les ai découvertes quand même, je suis contente, je le sais maintenant et je peux informer les gens. En revanche, je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'auront jamais la même opportunité que moi et qui le sauront peut-être jamais. Et je crois ne pas te trahir en disant que tu as même dit à Magali Lafourcade que plus tard tu voulais prendre sa place. Et on te souhaite, et ce serait super pour la France. Mais du coup, là, il y a un vrai travail de la part des institutions pour se faire connaître par les jeunes. Ça, c'est un message fort que vous adressez. Vas-y, continue, voilà. Oui, et pourquoi, là c'était donc un projet aussi à petite échelle. C'est vrai qu'on a commencé la séance en parlant des inégalités à l'échelle internationale. Là, on est vraiment à votre échelle. Pourquoi, selon vous, c'est aussi important de se battre à petite échelle et en quoi, à votre avis, ça peut aussi avoir peut-être un impact à plus grande échelle? Je pense que déjà, on a plus d'influence sur... comme là, c'est de la sensibilisation d'élève à élève. Je pense qu'il y a moins ce côté du professeur avec son autorité vis-à-vis de l'élève. Et donc, je pense que... et d'ailleurs, ça a été les résultats, mais il y a énormément de filles qui se sont rendues compte des situations, de ce qu'elles subissaient. Et ça commence par là, du coup, par la sensibilisation entre élèves. Et je pense que oui, voilà, c'est par les discussions, par le débat que se fait l'évolution des mentalités. Et non, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Et comment vous envisagez maintenant la suite? Est-ce qu'il y aura une suite ou peut-être d'autres projets? Alors peut-être avant d'être à la CNCDH, peut-être d'autres étapes avant? Du coup, je suis énormément intéressée par le domaine de Magali Lafourcade. C'était inspirant, wow, c'était vraiment magnifique. Et du coup, j'ai des motivations, j'ai beaucoup plus d'idées pour mes orientations futures. Et je sais que maintenant, je peux faire un service civique auprès de l'institution. Du coup, voilà. Voilà, c'est bon, on a recruté une service civique pour l'année prochaine. Et du coup, peut-être profiter de vous avoir, les filles, avec votre parcours, vos motivations. Vous l'avez dit, vous allez reprendre les sensibilisations auprès des plus jeunes dès la rentrée, là, dès les prochaines semaines. Est-ce que vous voulez, en guise de dernier mot, adresser un message à vos camarades là, qui sont ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour favoriser leur engagement à vos côtés pour réduire les inégalités en Normandie? Du coup, je pense que c'est s'impliquer dans des projets comme ça qui permettent, parce que personnellement aussi, ça a été de découvrir en faisant nos recherches sur l'organisation du projet, sur les informations, ça a été aussi de grandir personnellement, d'apprendre énormément de choses. Et du coup, c'est en s'appliquant dans des projets comme ça qu'on peut en apprendre plus.
et s'impliquer. Et toujours rechercher plus, puisque on n'est jamais seul. Il y a toujours des choses autour de nous pour nous aider et toujours faire de son mieux, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Rien qu'au sein de l'établissement, vouloir faire une petite association, un petit comité ou organiser des petits débats, c'est déjà un bon début et c'est un grand pas. Voilà. Merci. Merci infiniment les filles pour ce témoignage très inspirant. Engagez-vous à l'image de Sokona et Nina et allez visiter les institutions pour mieux les connaître. Merci beaucoup les filles. Et juste en guise de conclusion, Madame Abeline, si vous souhaitez dire un dernier mot à la jeunesse, juste un petit mot. Il ne peut pas y avoir de plus belle conclusion que ce qu'ont dit Nina et Sokona, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seuls. L'Institut est à vos côtés et je pense que nous allons approfondir l'interaction entre la jeunesse normande et l'Institut pour que vous ayez une sorte de partenaire quotidien à vos côtés. Pourquoi ne pas créer des clubs droits de l'homme au sein de vos lycées, au sein de vos classes, parce que les droits de l'homme commencent ici et vous l'avez très bien démontré, même si la loi instaure l'égalité, les stéréotypes sont un poison de l'existence parce qu'ils vous forcent à agir contrairement à ce que vous ressentez. Donc il faut vous engager, il faut vous battre. On est avec vous et vraiment merci pour votre excellente organisation. Je trouve que c'était interactif. Merci à nos intervenants formidables. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a des rencontres qui changent les vies, il y a des déclics qui changent les vies. Et moi, je me souviens qu'à l'université, j'ai adoré l'histoire des idées politiques en me disant « on peut changer le monde ». Et je vous promets qu'on peut le changer. Et quand on sauve une vie, quand on sauve une femme, quand on permet à un enfant d'accéder à l'éducation, on a le sentiment que l'on est comblé. Et c'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Madame Ameline, merci Monsieur Gala et Madame Lafourcade, merci à tous et toutes d'avoir participé à cet atelier. Profitez bien de votre journée au forum. Et merci.